Bonjour à tous, nous allons voir maintenant la suite de la droite des moindres carrés. Donc la vidéo qui suit porte sur le coefficient de corrélation linéaire, un coefficient qu'on peut calculer encore une fois avec nos paramètres statistiques et je le présente directement. Il sera noté par la lettre R, donc il va apparaître suivant les livres, les sites internet, sous la forme R minuscule ou R majuscule ou la lettre R de l'alphabet grec, c'est-à-dire ρ, cette espèce de P un peu arrondi. Il s'agit de calculer la covariance de xy divisé par le produit des écarts types. Il se trouve que, en valeur absolue, la covariance de xy est toujours inférieure à sigma de x fois sigma de y, quelle que soit la liste de données xy. Autrement dit, le coefficient de corrélation linéaire atterrit toujours entre -1 et 1. Et il se trouve que si on a affaire à des points parfaitement alignés, eh bien le coefficient de corrélation linéaire va se trouver être égal à 1 ou à -1 exactement. C'est-à-dire que la covariance de xy est égale à plus ou moins le produit des écarts types. Quand je dis plus ou moins, ça ne veut pas dire à peu près, ça veut dire le produit des écarts types ou l'opposé du produit des écarts types. Si les points sont parfaitement alignés. Sinon, on part d'un nuage de points quelconque et on obtiendra donc un coefficient qui est compris entre -1 et 1. Autrement dit, si les points sont presque alignés, le coefficient de corrélation sera très proche de 1 en valeur absolue. Et on va dire que s'il est compris entre 0,95 et 1, alors on a une corrélation linéaire qui sera jugée très forte. Ça veut dire quoi? Que le modèle linéaire, le fait de faire une régression linéaire sur le nuage de points, est un des modèles les plus adaptés, mais pas forcément le meilleur. Donc on peut avoir plusieurs cas de figure, et je vais réafficher le graphique dont je m'étais servi euh, il y a de cela quelques vidéos, avec différentes formes de nuages de points. Les deux formes de gauche sont plutôt bien adaptées à une régression linéaire. On peut tracer une droite qui passe près de l'ensemble des points. Dans les 6 graphiques qui se trouvent à leur droite, ça n'est pas le cas. Lorsqu'on est sur un des deux graphiques de gauche, on va trouver un coefficient de corrélation linéaire en général assez bon. Donc on va dire ici compris entre 0,75 et 1. Et il se pourrait très bien que le nuage de points soit plus efficacement représentable par une courbe. Donc il se pourrait que la tendance montrée par le nuage soit légèrement courbée, auquel cas on pourrait trouver un très bon coefficient de corrélation linéaire, mais le modèle linéaire ne serait pas forcément le mieux adapté. Euh, D'autre part, sur les graphiques donc, qui se trouvent à sa droite, on va avoir une distribution soit à peu près aléatoire, donc un très mauvais coefficient de corrélation linéaire, parce que pas de corrélation du tout entre les variables, soit une corrélation très forte entre les variables, mais pas linéaire. Ce coefficient donc, ne se calcule que dans le cas, ou en tout cas on trouve des bons coefficients que dans le cas d'une forte corrélation linéaire. Donc dans le deuxième graphique, on aura un mauvais coefficient de corrélation linéaire, mais dans le troisième également. Autrement dit, obtenir un mauvais coefficient de corrélation linéaire ne vous assure pas qu'il n'y a pas de corrélation entre les variables. Il se pourrait très bien qu'il y en ait une, mais à la manière d'une courbe. Voilà, dans le quatrième graphique, on aura à nouveau un très mauvais coefficient de corrélation linéaire, plutôt un bon coefficient dans le second cas de figure, et un mauvais dans les trois derniers graphiques. Ce coefficient est plutôt bon, mais il peut être positif ou négatif, comme on le voit ici. Si je reviens sur la formule qui permet de le calculer, les écarts types étant tous deux positifs, le coefficient a le même signe que la covariance. Et on a vu dans, pas la vidéo précédente, mais celle d'avant, qu'une covariance était positive lorsque la tendance du nuage de points était à la croissance, donc lorsque le plus souvent y était fonction croissante de x, et il était négatif dans le cas contraire. Donc, bien entendu, dans le premier graphique, on obtient un coefficient positif, et dans celui d'en dessous, un coefficient négatif. Voilà, donc il faut être vigilant sur deux points hein, pour résumer sur cette diapo. Si le coefficient est trouvé très bon, ça veut dire que le modèle linéaire fait partie, on va dire, des modèles les plus adaptés, mais n'est pas forcément le meilleur. Le nuage de points pourrait être presque droit, mais un peu courbe. Et à ce moment-là, si on veut faire des prédictions sur un modèle linéaire sur le nuage de points, on risque de se tromper beaucoup. Surtout si on veut faire une prédiction, on va dire, assez loin du nuage. Et puis deuxièmement, si le coefficient de corrélation linéaire n'est pas trouvé très fort, ça n'est pas pour autant
qu'il n'y a pas de corrélation entre les variables, et on va même pouvoir en dire un petit peu plus avec un exemple supplémentaire. Voici un exemple de nuage de points sur lequel on le voit tout en bas, le coefficient de corrélation vaut moins 0,7457. Donc il n'est pas extraordinairement bon, mais ça ne veut pas dire que le modèle linéaire n'est pas adapté. Donc regardons un peu la forme de ce nuage de points. Il semble donc plutôt effilé quand même s'il possède une certaine épaisseur, et surtout il a une espèce de forme de plume avec un axe plutôt droit. Donc à mon sens en tout cas, si on voulait représenter par une droite ou une courbe ce nuage de points, eh bien ça serait plutôt par une droite, et le modèle linéaire est quand même le mieux adapté pour décrire la situation dans une espèce de tendance moyenne. Bon, par contre, voilà, le coefficient n'est pas excellent. Donc il faut savoir interpréter le coefficient de la bonne façon, d'accord? S'il est trouvé très bon, le modèle linéaire n'est pas forcément le meilleur. S'il est trouvé pas très bon, le modèle linéaire pourrait quand même être le meilleur. Alors ici, pour parler de cet exemple, on a une situation réelle qui a été trouvée sur je ne sais plus si c'est le site de l'INSEE ou un autre. Bref, je ne mets pas de référence, mais peu importe, on va dire, c'est juste pour l'exemple. Chaque point ici dans ce nuage est un collège dans une académie en France. Et on a classé donc ces différents collèges en fonction en abscisse du pourcentage de CSP défavorisés parmi les élèves. Et donc en gros on va de 5 à 85% ici. Et puis verticalement en fonction du taux de réussite à l'épreuve de français du brevet dans ces collèges. Alors on voit qu'il y a une tendance générale qui dit que globalement, plus le pourcentage de CSP défavorisés est fort et plus le taux de réussite des collèges a tendance à baisser. Et là, il faut bien se garder de parler de cas particuliers, de collèges en particulier. Il faut en rester sur une interprétation de la population des collèges en général. Par exemple, si vous visez un pourcentage de CSP défavorisé donné, par exemple ici 45%, et que vous regardez quels sont les taux de réussite des collèges en question, eh bien ils sont très divers, parce que le nuage a une certaine épaisseur. On va de, alors ici on est à 59% de taux de réussite, jusqu'à 74%. Donc pour un type de collège catégorisé par son pourcentage de CFP défavorisé, on peut avoir des taux de réussite très différents. Horizontalement maintenant, si je vise par exemple 69% de taux de réussite à l'épreuve de français du brevet, eh bien je vais trouver horizontalement des collèges de nature très diverses, allant de 25% de CSP défavorisés jusqu'à 65%. Donc il ne faut pas catégoriser un collège en disant bon s'il a tel taux de CSPD favorisé, il va avoir tel taux de réussite. Non, on peut obtenir une tendance moyenne en obtenant par exemple une droite de régression, mais il ne faut surtout pas généraliser à partir de ce type de graphique. Un dernier exemple sous forme de clin d'œil cette fois-ci. Voici l'évolution du taux de mariage en France comparativement à l'évolution du PIB horizontalement entre 1974 et 1981, avec des points qui sont presque alignés, un coefficient de corrélation linéaire qui est très bon, moins 0,9875. Donc ici, on peut voir, année après année, l'évolution conjointement du PIB comparé à une valeur 1, donc un indice 1 sur le PIB 1974, et on voit dégringoler le taux de mariage en France. Et là, on peut se dire, manifestement, plus le pays est riche et moins on se marie. Donc là, il faut faire très attention à ne pas généraliser, mais dans une autre direction. Il se trouve que je ne vous ai montré que la zone qui se trouvait entre 1974 et 1981, où par coïncidence, on a des points quasiment alignés. Par contre, avant 1974 et après 1981, il ne se passait pas la même chose. Les points sont répartis d'une manière beaucoup plus aléatoire, et donc c'est juste une coïncidence. Donc là, je voulais juste vous dire qu'on peut avoir une très bonne corrélation entre deux variables sans qu'il y ait d'incidence de l'une sur l'autre, de relation de cause à effet. Ça peut être une coïncidence. D'ailleurs, je vous invite à rechercher sur Google des coïncidences hasardeuses ou coïncidences amusantes. Vous allez tomber sur des sites qui recensent comme ça des coïncidences qui sont assez drôles parfois, hein. Par exemple, le nombre de Toyota vendus en Amérique est très bien corrélé avec le nombre de films où Nicolas Cage apparaît année après année. Par exemple, et puis vous allez en trouver plein comme ça. Donc ça peut être une coïncidence, il ne faut pas confondre corrélation et causalité.
Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.